Salut, je me permets de monter une vidéo rapide parce que en ce moment j'entends pas mal de trucs sur le product backlog et ça m'embête un peu parce que le product backlog c'est quelque chose de génial, de fantastique. Alors j'ai tourné une vidéo, j'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit rapide, mais je sais pas être efficace dans ma communication. Donc c'est une vidéo qui va faire 30 minutes dans laquelle je vous détaille comment selon moi maximiser le pouvoir de votre product backlog. Profitez-en, prenez le temps, revenez en arrière si vous voulez et n'hésitez pas à commenter. Excusez la qualité, j'ai fait le plus rapidement possible, donc c'est tourné un peu à l'arrache, c'est monté très à l'arrache. Et voilà, et j'attends vos commentaires. Utilisez le product backlog pour ce qu'il est fait. Maximisez la valeur de votre produit. Ciao! Salut, dans cette courte vidéo, courte, j'en sais rien, on va faire du pratico-pratique et en même temps, tu vas voir à quel point ça va transformer tes façons de faire d'une façon générale sur la gestion de ton projet. Comment faire pour atteindre la réussite de ce que tu souhaites, a priori la satisfaction de ton client, un projet qui dépote. On va parler du product backlog aujourd'hui, cet outil qui te permet de t'assurer de livrer toujours le plus de valeur, d'atteindre la satisfaction de tes clients et très rapidement, de maximiser la qualité de ton produit et de quelle façon tu vas t'en servir pour gagner en visibilité sur la planification. En premier lieu, je vais te demander d'oublier beaucoup des choses que tu sais. Typiquement, si tu as un cahier des charges et que tu commences ton projet avec ce cahier des charges, sa belle place, la meilleure place que tu puisses le trouver, c'est qu'elle soit physique ou virtuelle, ta corbeille. Le cahier des charges, si tu le conserves, va être un poids potentiel à l'émergence du vrai bon produit. On va remplacer ce cahier des charges par notre product backlog. Et puis, on va oublier l'histoire de travailler par lotissement, qui peut être vite un mauvais réflexe qui va revenir parce qu'on a l'habitude de travailler comme ça, parce que ça a du sens, parce que ça permet peut-être de se projeter. On va oublier ça, on va travailler par objectifs. Les objectifs de créer de la valeur, que ce soit de la valeur de connaissance ou de la valeur produit pour nos utilisateurs finaux. Donc, ce qu'il faudra retenir tout le temps de cette présentation, c'est notre souci de prioriser sans cesse par la valeur qu'on va donner à notre produit, la valeur qu'on va mettre dans les mains des utilisateurs, la valeur que pourra en retirer notre client. Alors concrètement, comment on va pratiquer la création de ce product backlog, cet outil qui va nous permettre de nous guider vers les meilleures options à mettre en œuvre pour notre produit, comment est-ce qu'on va les prioriser dans le temps, essentiellement par la valeur, je l'ai dit dans l'introduction, au moyen d'un exemple concret, mais qui reste qu'un exemple que je vous invite à vous approprier hein, pour vos propres cas. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on réfléchit la création de ce produit, maintenant qu'on a décidé que on n'allait plus utiliser le cahier des charges pour planifier les différentes choses qu'on allait mettre en œuvre. Dans le même temps, je vais vous expliquer ou vous amener à comprendre pourquoi je vous dis que ce cahier des charges, voilà, sa place en début de projet, elle est vraiment dans votre corbeille à papier. En toute bienveillance et avec beaucoup de respect pour le temps passé à rédiger ce document dans lequel on a mis beaucoup de valeur, mais finalement, quelle est la valeur réelle de ce cahier des charges pour mon client? C'est à s'interroger en dehors du cadre contractuel qui permettrait de se rassurer sur les engagements que prennent les uns et les autres. Mais s'agissant de la production en elle-même, de créer ce produit, hein, c'est vraiment pour ça qu'on a décidé de travailler avec le client, la valeur, a priori, est relativement faible. Et bien au-delà de ça, ça risque de nous amener à conserver des façons de faire qu'on ne souhaite plus aujourd'hui parce qu'elles vont nous empêcher d'être performants, d'être réactifs, d'être pertinents par rapport aux vrais besoins de nos utilisateurs. Allons vers un monde qui nous permet un maximum d'adaptation, qui va nous permettre peut-être de garder le cahier des charges comme étant une source d'information absolument pas contractuelle. Imaginons que nous sommes dans le cadre de la création d'une boutique en ligne. Pour faire vivre cette boutique, on peut imaginer qu'on aura plusieurs grosses fonctionnalités, hein, comme on pourrait les retrouver dans un cahier des charges, voilà, rangé dans chacun de ces paragraphes, qui va vraiment parler des fonctionnalités qui devraient être livrées. Donc je continue ce parallèle avec le cahier des charges, ok? Ce qu'on pourrait retrouver, c'est par exemple le catalogue produit. Catalogue produit qui va rassembler l'intégralité des produits avec toutes leurs caractéristiques. Et cette énorme fonctionnalité catalogue
bien à l'intérieur, on va trouver des blocs particuliers comme les fiches produits, peut-être des fonctionnalités qui permettent de gérer les catégories, euh, je ne sais pas, hein, les images ou carrousel. On peut voir toutes les fonctionnalités qu'il peut y avoir avec ça. Est-ce qu'on va trouver des choses comme les avis, etc., etc. Tout ça relié à la fiche produit. Alors, pour pouvoir acheter un produit sur ma boutique en ligne, on va peut-être parler du fait que chacun des clients doit avoir son propre compte. OK, tout ça a du sens, hein. Si aujourd'hui, je suis en train de prévoir comment pourrait être créé ou quelles sont les fonctionnalités que doit délivrer une boutique en ligne aujourd'hui. Effectivement, on a cette partie de compte client avec, je ne vais pas détailler là, mais avec les identifiants, la gestion des mots de passe, les adresses de facturation, de livraison, l'historique des commandes, etc., etc. OK. Dans un parcours classique, on peut imaginer que à un moment, on va peut-être demander à mon client de payer. Et donc, on aurait tout ce qui va concerner nos interfaces de paiement, nos possibilités de facturer le client. On va trouver soit les différents types, paiement par carte bleue, paiement par PayPal, mais paiement par ta carte bleue, est-ce qu'on va passer par Stripe? Est-ce qu'on va passer par l'API de notre service bancaire qui peut-être nous propose des facilités en termes de facturation? Est-ce que c'est du paiement one shot? Est-ce que c'est du paiement en abonnement? Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Est-ce qu'il y a des frais? Est-ce qu'il n'y a pas de frais? À l'intérieur de tout ce qui va concerner le paiement et donc cette grosse fonctionnalité paiement, on va effectivement pouvoir retrouver beaucoup d'éléments divers et variés et qui vont répondre à différents types de besoins. On va poursuivre dans l'élaboration d'une commande. Notre client va être intéressé peut-être à faire le suivi de sa commande. Alors, je mets un petit bloc là, peut-être le suivi des commandes, et puis les retours clients. Et puis, vous voyez qu'on peut rajouter des fonctionnalités. Je vais m'arrêter là pour cet exemple, mais c'est pour que vous compreniez que oui, on peut, quand on réfléchit d'une façon globale à tout ce qu'il pourrait y avoir dans notre boutique idéale, toutes les fonctionnalités qui sont là. Et c'est un travail, effectivement, quand on se dit qu'on doit fournir un élément qui va caractériser tout ça au préalable, au prestataire qui va réaliser ce produit, hein, pour que, dans le temps imparti, on ait, l'ensemble des fonctionnalités qu'on attend. Effectivement, c'est un travail qu'on va faire au préalable de, lister, de réfléchir à tout ce qu'il faut, à toute l'organisation, les mécaniques qu'on va mettre en œuvre, les process qui devront être, intégrés à notre produit pour qu'il puisse répondre aux besoins estimés, imaginés de nos utilisateurs. Donc là, clairement, on pourrait, créer directement un cahier des charges en allant dans le détail, hein, de tout ce qu'on veut et puis à partir de là, on pourra même faire des cahiers de spécifications si on veut pouvoir, détailler vraiment précisément de façon fonctionnelle, le fonctionnement de notre produit tel qu'attendu à la fin de notre cycle de développement. Là, on est encore, hein, dans un esprit très cycle en V, ou waterfall, on est vraiment au tout début de la démarche où on est en train de faire la caractérisation de notre produit. Si je souhaite transformer ça en backlog, le mauvais réflexe qui serait à faire, c'est de dire: «Bon, mais notre product backlog», et c'est des fois ce qu'on voit, mais parce que c'est des explications qui se veulent rapides, hein, sommaires pour, vous amener déjà à comprendre ce qu'est le product backlog. Donc je ne viens pas critiquer cette, mise en image, mais je voudrais quand même la préciser pour que vous compreniez, heu, pour que vous évitiez les mauvaises compréhensions qu'il peut y avoir à un moment. On vous présente le product backlog comme étant une liste globalement triée, rangée, priorisée, avec typiquement le plus important qui est en haut et le moins important qui est en bas. Donc on aurait une priorisation par la valeur qui se fait de la sorte. Et les éléments les plus importants, on dit, ben, ils sont déjà détaillés, on les place en haut, hein. Parce qu'a priori, c'est ça qu'on va lancer très prochainement dans nos cycles de développement, mais plus on va vers le bas, moins on prend le temps de les détailler parce qu'effectivement, ce qui a du sens, enfin, en tout cas, c'est le message qu'on veut porter, c'est que ces éléments-là du product backlog, on ne va pas les faire tout de suite. Donc, pour l'instant, gardons ces éléments comme étant relativement grossiers. Ça nous donne juste une orientation vers les besoins potentiels qu'on pourrait fournir avec notre application. Donc, on va les garder comme ça et
à charge du product owner au fur et à mesure où on avance, où on va prendre les éléments les uns après les autres pour les amener dans, notre cycle de production, donc à être réalisés. Au fur et à mesure, on va prendre, certains des éléments pour les couper, ce qu'on appelle du refinement, les couper en plus petits besoins, digestibles, faisables facilement et que ça puisse rentrer dans une itération. Donc ça, c'est le message global qu'on vous propose, pour créer votre proposition au moment du sprint planning et que vos développeurs prennent ces sujets en charge. La proposition, en fait, qu'il vous est faite, ne va pas être simplement de dire: «Bon, ben là, on a une fonctionnalité paiement, du coup, qu'est-ce qu'on a comme user story qu'on pourrait créer? Alors, on va découper comme ça, ce gros besoin. Voilà, donc ici, on est en train de recréer une user story. Ici, on est en train d'en recréer une autre. Ici, on est en train d'en recréer une autre», et cetera. Et finalement, si c'est prioritaire, on va les faire remonter dans le product backlog. Et là, il y a une incompréhension, je pense, de ce qu'est le product backlog, de ce qu'il vous amène réellement, de la puissance que vous allez pouvoir, atteindre avec une gestion de product backlog. Si vous faites ça, vous êtes juste en train de faire du détail, heu, de fonctionnalités. Vous êtes en train de découper les fonctionnalités. Or, l'invitation qui vous est faite avec le product backlog est de prioriser par rapport à la valeur, et la valeur répond à des besoins utilisateurs. Si vous faites des découpages de fonctionnalités, vous ne faites pas des découpages de besoins. Vous restez dans le cadre que vous proposez, un cahier des charges qui, lui, est bien décomposé, par fonctionnalité. Donc la proposition qui vous est faite, elle est légèrement différente. Je vous invite à vous, projeter sur, le premier des besoins essentiels, là, pour la réalisation de votre produit, où il n'y a rien actuellement qui existe. Et on aurait peut-être besoin déjà de valider qu'il y a bien une appétence pour nos utilisateurs potentiels à acheter du produit, hein. Quel est l'objectif d'une boutique en ligne? C'est de permettre à nos clients de pouvoir acheter des produits. Revenons aux fondamentaux, aux besoins auxquels on va répondre. Ne parlons pas en termes de fonctionnalité, il faut un catalogue, etc. Non, parlons en termes de besoins. Quels sont les besoins de nos clients, de nos utilisateurs? Si on ne sait pas répondre, c'est déjà intéressant de savoir qu'on sait pas finalement, on ne connaît pas nos utilisateurs, leurs besoins, et on est peut-être en train de travailler sur des croyances sur le fait qu'il y aurait une offre qu'on pourrait fournir. Je passe au sujet qui a plus quand même rapport à la vision, le pourquoi on a décidé de se mettre ensemble pour créer quelque chose. Donc je reviens à la base de, cette création du product backlog. Par quoi on commence? Commençons par quelque chose toujours de le plus simple possible et qui nous permette d'acquérir de la valeur. Et je vais partir du principe que je voudrais, là déjà pouvoir valider que j'ai bien des utilisateurs qui vont, potentiellement devenir des clients. Comment est-ce que je peux passer de cette situation A à cette situation B? Je vais refaire mon dessin parce qu'il est vraiment pas beau, hein. Comment est-ce que je peux aller de A à B? C'est-à-dire A, j'ai un prospect, B, j'ai un client. Alors on peut du coup, reparler de ce cheminement qui va transiter naturellement par la visite du catalogue, des fiches produits, heu, à travers tout le catalogue, et puis peut-être de mettre dans le panier, et puis, voilà, plein de choses, et puis le fait de créer son compte client ou de simplement s'y connecter, et puis peut-être de se souvenir de son mot de passe quand on l'a oublié. Quelle est la démarche d'ailleurs quand on crée un mot de passe? Est-ce qu'il y a des règles particulières qu'on souhaite imposer? Du coup, ces règles de contrôle qu'il va falloir mettre en place, OK. Par rapport au paiement, qu'est-ce qu'on fait? Paiement par chèque, paiement à la livraison, paiement à la commande, paiement plusieurs fois, en une seule fois? Hem, Tout ça, plus, bah, après le suivi de la commande jusqu'à la réception chez le client qui va terminer, notre cycle de commande. Tout ça peut potentiellement faire partie de ce chemin A et B, de A vers B. C'est énorme. Potentiellement, tout ce qu'il y a à faire, c'est énorme. Et donc, on va chercher à simplifier au maximum et ne garder que l'essence de ce qu'on veut mettre en place.
Du coup, comment est-ce qu'on fait pour aller de A vers B? Est-ce qu'on présente, tout un catalogue? Parce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire. On ne va pas mettre l'effort à créer l'intégralité d'un catalogue. Notre objectif, c'est de voir si notre prospect est capable de se transformer en client. Donc la démarche, la stratégie que vous propose, le travail avec le product backlog, de découper en user story des histoires utilisateurs, c'est d'aller vers le besoin utilisateur et puis de commencer par l'essentiel, le minimum, ce qu'on appelle souvent le MVP. Le MVP, le minimum viable product. Viable, on peut le définir de différentes façons, mais en gros, qu'est-ce qui rend légitime l'existence de ce produit aujourd'hui? Pour cette première itération qu'on va vivre tous ensemble avec notre équipe, est-ce qu'on pourrait déjà valider le fait, alors on pourra valider plein de choses, mais est-ce que techniquement on arrive déjà à créer quelque chose? Est-ce qu'on arrive à communiquer un certain résultat de notre produit à nos utilisateurs? Est-ce que c'est utilisable? Est-ce qu'ils arrivent quand même à faire le minimum qui pourrait être sélectionner un produit et nous exprimer qu'ils le souhaitent? Ce serait pas mal déjà, ça répondrait à un des besoins. Et ce besoin-là, en termes de réalisation technique, peut se retrouver finalement assez simple. Je ne vais pas avoir besoin de naviguer dans tout un catalogue produit avec les différentes catégories, de pouvoir voir le détail des fiches, etc. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Peut-être qu'à terme, ou dans 2, 3 itérations, oui, ce sera vraiment ça qui aura du sens. Mais aujourd'hui, on veut juste valider un concept. OK. Le minimum du minimum, qu'est-ce que ça pourrait être? Eh bien, indiquons, juste un produit. D'accord. Ça veut dire quoi, juste un produit? C'est sa fiche produit? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Au plus simple, c'est quoi? Eh bien, en élaguant et en cherchant au plus simple, rappelons-nous, hein, notre intérêt aujourd'hui est de savoir, est-ce que nos clients seraient favorables à commander des produits sur notre plateforme? Est-ce qu'on a besoin de faire beaucoup de marketing autour du produit? Auquel cas, la fiche produit pourrait être relativement sommaire. Allez, grossissons le trait, j'en profite, c'est un exemple. Ne prenons que le nom du produit, cette petite fonctionnalité non produit, qui est en fait un lien qui nous permet de commander. Je fais quelque chose de simple, quelque chose que on va créer pour l'occasion, peut-être qu'on ne conservera pas, mais en tout cas qui fait potentiellement partie des premières fonctionnalités qu'on vient prendre dans notre fonctionnalité globale catalogue. OK, ça, on prend. Au niveau du compte client, de quoi on a besoin aujourd'hui? Pareil, je refais la démarche du plus simple, j'élague, je suis conscient de tout ce qui pourrait être intéressant, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui me permettrait de valider ma démarche? Le plus simple, je mets un champ texte avec le nom et le prénom de mon prospect potentiel. Je prends que ça, un champ texte. OK, dans mon formulaire, d'accord. Je prends que ça. Très bien. Par rapport au paiement, comment on fait? Ben, imaginons que dans notre structure, alors imaginons, je me facilite l'exemple, hein, mais dans notre organisation, là, pour l'instant, on va prendre quelques bêta-testeurs, internes à l'entreprise, avec des vrais produits, hein, qu'ils vont pouvoir commander. Pour autant, quand ils vont venir récupérer leurs produits, ah bah oui, ils vont venir le récupérer directement au bureau des devs, comme ça on va pouvoir échanger avec eux. Donc pour faire vraiment, du paiement, qu'est-ce qu'on peut? Bon, on pourrait mettre des bons d'achat. Si on veut mettre un peu d'argent quand même, on pourrait mettre, on récupère des chèques. On va faire quelque chose de très simple, mais du coup, sur l'interface, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met même un système de suivi? Non, je rappelle aujourd'hui, notre, objectif pour ces premières itérations n'est pas de valider si, comptablement, on est au clair, on sait faire des suivis de commandes. On va peut-être avoir 4 ou 5 utilisateurs. On n'a pas besoin, là, maintenant, tout de suite. Encore une fois, peut-être dans quelques itérations, ça aura du sens, mais là, maintenant, tout de suite, on n'a pas besoin. On va même pouvoir sauter, en fait, tout ce qui concerne le paiement. Pour l'instant, on fera un suivi papier, parce qu'on a vraiment des produits qui vont être vendus. Et puis si finalement on n'a pas de produit et que c'est que des tests, OK, on peut passer cette fonctionnalité de paiement complètement. Pareil pour le suivi. Donc en fait, je suis en train de me rendre compte que j'aurais eu besoin de quelques, micro-fonctionnalités essentielles pour répondre à mon premier besoin et ça, c'est génial parce que ça me permet de faire quoi? Ça me permet de créer une minuscule user story, quelque chose de très petit et là, je viens de découvrir une des forces de la réflexion que je vais mettre en œuvre pour créer mon product backlog. Plutôt que de partir dans l'idée de, heu, toutes ces grosses fonctionnalités
comme je vous les ai décrites ici, avec ce qui va être la fiche produit, le catalogue, les images, les avis, qui sont finalement des fonctionnalités qu'on vient ajouter au fur et à mesure. Je voudrais quand même faire remarquer une chose, c'est que on va développer la fiche produit et potentiellement beaucoup de choses à l'intérieur. Mais est-ce qu'on a vendu un produit? Pour l'instant, non. Le but d'une boutique e-commerce, c'est quand même de vendre des produits. Avec cette petite user story qu'on a créée, j'en conviens tout à fait, hein, il n'y a pas eu d'échange monétaire puisqu'on ne travaille pas sur les paiements, mais on a réussi à valider l'essence d'une boutique e-commerce, c'est-à-dire qu'on a un prospect qui vient sur notre site, qui est capable d'identifier un produit et qui passe à un acte d'achat qu'on caractérisera plus précisément plus tard, mais on a validé l'acte d'achat. Et donc, on a réussi à transformer notre prospect en client. Et rien que par rapport à ça, une fois qu'on aura livré ça, cette toute petite user story, on va pouvoir constater, avoir des retours sur les clients qui vont nous dire, bon, bah, le lien, c'est pas énorme, vous pourriez quand même mettre une photo, vous pourriez, nous, on aimerait bien que ce soit plus fun, etc. Vous allez avoir plein de feedback. Bon, et le fait de devoir aller au bureau des devs pour finir la commande, là, c'est pas pratique, même si vous êtes en période de test, on comprend. Est-ce qu'on pourrait pas traiter ça par mail? OK, quelles que soient les propositions, les solutions, c'est vos utilisateurs qui vont les faire et qui donc vont vous aiguiller vers c'est quoi la bonne destination là, maintenant, tout de suite. Chose qu'on n'aurait pas si on avait livré une fiche produit ou quelque part, évidemment, vos prospects vous diraient, bon, mais à partir du moment où j'ai une fiche produit, c'est bien, mais moi, je voudrais pouvoir me la commander. Du coup, il est où mon compte client? Comment je... OK, donc on va créer le compte client ensuite, mais on n'est toujours pas à l'acte d'achat. Et puis le paiement, et puis le suivi. Donc finalement, au lieu de travailler avec des lotissements, avec des lots qui pourraient être lot 1, notre catalogue produit, lot 2, le compte client, lot 3, le paiement, lot 4, les suivis de commandes, etc., qui semblent prioritaires parce qu'ils démontrent une valeur technologique, une valeur de fonctionnalité. Ils ne démontrent toujours pas un intérêt de nos clients dans la démarche qu'on veut leur proposer avec notre boutique e-commerce. En utilisant une user story toute simple qui vient récupérer quelques fonctionnalités, je suis en train de démontrer l'adéquation entre nos premières idées de ce qu'attendent nos clients et ce qu'attendent réellement nos clients, parce que cette user story, elle est rapide à développer, elle est rapide à mettre à disposition de nos utilisateurs, elle est suffisamment petite pour qu'on puisse collecter des feedbacks très précis par rapport à ce qui vient d'être livré. Dans la suite de notre démarche, au fur et à mesure où on va avancer dans nos itérations, on va travailler de la même façon et réfléchir par rapport aux besoins exprimés par nos utilisateurs. Qu'est-ce qui sera intéressant de mettre en œuvre et effectivement aller grappiller au cœur des fonctionnalités potentielles dont on a la connaissance ou qu'on va acquérir au fur et à mesure, peut-être dans les nouveautés, dans les innovations qui vont arriver et dont on n'avait même pas conscience au début. On va tout simplement aller piocher des éléments, un élément par-ci, un élément par-là, un élément par-là, et on va faire ça de la même façon pour différentes fonctionnalités, d'aller piocher des éléments qui nous semblent intéressants. Et là, je suis en train finalement de remplir les sujets qui m'intéressent. On aura pris partie de ça, et tout ce que je suis en train de colorier, finalement, sont des choses que on va livrer au fur et à mesure. Et encore une fois, par rapport à tout ce qu'il était possible de faire, on va voir au fur et à mesure de nos développements, là où il y a vraiment un intérêt pour nos clients. Et comme je vous parlais d'innovation, on va peut-être se rendre compte à un moment que, tiens, il y avait quelque chose qu'on n'avait pas prévu qui serait intéressant de mettre en œuvre. Ça aussi. Une nouvelle plateforme de paiement, une nouvelle solution de paiement. Ce qu'on constate avec ce travail, c'est que tout ce que je vous dessine en vert ne va potentiellement jamais être nécessaire, potentiellement jamais être développé. Parce qu'au fur et à mesure où on va livrer nos utilisateurs en suivant leurs besoins précis au fil de nos livraisons, on va potentiellement se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas si nécessaires, qui n'apportent pas tant de valeur que ça.
Ça ne veut pas dire que c'est pas à faire, ça ne veut pas dire que, heu, ça n'a pas de sens. En tout cas, dans notre contexte, c'est pas ça qui avait, à chaque instant, le plus de valeur et c'est des choses qu'on va repousser dans le temps et peut-être arrivé à la fin du délai imparti pour réaliser le produit, on va se rendre compte que, ben, on aura créé essentiellement ce qui aura le plus de valeur et on n'aura pas fait ce qu'on aurait pu imaginer faisable pour notre produit, mais qui finalement s'est avéré être moins important que d'autres. On n'a pas décidé du jour au lendemain de le mettre directement au fond de notre liste des choses à faire. Il y a juste que, en priorisant par la valeur, on a fait remonter ce qui était vraiment important, ce qui était vraiment essentiel, le reste, descendant naturellement en termes de priorité. On n'a pas fait moins pour le même budget. Vous voyez que dans notre démarche, on va aussi se rendre compte qu'il y a des éléments qui étaient importants pour nos utilisateurs, qui vont vraiment apporter de la valeur pour le client et qui, quand on en était à réfléchir et si on avait vraiment fait cette phase de réflexion, de cahier des charges, hein, je refais toujours ce parallèle, bah, des éléments qui auraient manqué à notre client pour être propriétaire d'un produit qui apporte vraiment de la valeur, qui soit innovant, qui attire ses clients et ses utilisateurs. Donc si je reprends la vue que je vous présentais tout à l'heure, hein, de comment on montre un product backlog, alors ça c'est une des façons de voir, mais heu, comment est-ce qu'on va gérer? Comment est-ce qu'on va faire de l'affinage de notre product backlog? C'est-à-dire régulièrement de travailler sur les besoins qui ont été exprimés, heu, peut-être même en termes de fonctionnalité et de voir comment est-ce qu'on va vraiment répondre à nos clients? Et ben si on imagine que ces gros carrés là sont en fait des grosses fonctionnalités. On pourrait avoir, ce périmètre-là qui correspond par exemple à tout ce qui va, s'agir du paiement en ligne, des fonctionnalités de paiement en ligne. On va s'apercevoir que on va être capable en, réfléchissant, en travaillant sur les besoins exprimés par nos utilisateurs, d'aller creuser dans les fonctionnalités, d'aller prendre des éléments qui sont importants dans chacune des fonctionnalités, de les conjuguer ensemble pour créer une user story, un besoin utilisateur, une histoire utilisateur. Une histoire utilisateur qui va vraiment répondre à un besoin et c'est cette user story qu'on va remonter dans notre product backlog. Donc pas juste un découpage très mécanique d'un morceau de fonctionnalité qu'on va repousser vers le haut du backlog parce que ça semble important. Là, on est en train de travailler à faire du lotissement. On reprend bien tous les éléments des fonctionnalités qui peuvent être intéressants pour répondre à un besoin utilisateur, de façon à en créer une user story qu'on vient pousser en haut de notre backlog. Un des énormes écueils que va vous apporter cette stratégie, cette méthode de travail avec le product backlog, c'est d'éviter toutes les user stories qui pourraient être dépendantes parce que sinon, ça n'a pas de sens de les livrer. Je reprends mon exemple, je repars avec mon stylo rouge, de ce morceau de fonctionnalité qu'on va prendre d'un coup et on vient rajouter un module de paiement en ligne. Mais comment on peut dire que ça vient rajouter de la valeur à nos utilisateurs? Comment ça peut prendre du sens si autour du paiement en ligne, on n'a pas déjà travaillé sur le système de facturation, par exemple? Et donc il faut que l'un vienne compléter l'autre. Donc, peut-être que dans les comptes clients, il y a des choses qu'il faut impérativement. Et vous voyez que je suis en train de prendre une user story que je vais remonter parce qu'elle est importante. Oui, mais du coup, il m'en faut une autre parce qu'elle est importante. Oui, les 2 sont liés, en fait. Et comme je prends des morceaux de fonctionnalité pour qu'elles restent fonctionnellement viables, c'est peut-être des gros morceaux que je me rends compte être obligé de remonter pour répondre toujours à cette nécessité d'amener de la valeur à nos utilisateurs, d'avoir un produit qui soit pleinement fonctionnel et qui ait du sens. Donc en travaillant de cette façon-là, en découpant mes grosses fonctionnalités en petites user stories qui sont certes plus digérables, plus faciles à gérer, mais qui restent liées les unes aux autres pour créer du sens, pour créer de la valeur pour mes utilisateurs. Je suis en train de créer de la dépendance entre mes user stories. La dépendance entre user stories est un autre sujet sur lequel on pourra prendre plus de temps, mais voyez que une bonne gestion de votre product backlog, une bonne compréhension de ce que c'est que construire un product backlog, de garder en tête votre priorisation systématique par rapport à la valeur
la valeur de connaissance parce que vous allez tester des choses et vous allez mieux comprendre ce que vous êtes capable de faire, ce que pourrait être le bon produit et de la valeur pour vos utilisateurs qui, en utilisant votre produit, vont eux-mêmes pouvoir générer, de la valeur en retour. Voilà, j'ai essayé de faire une vidéo un peu courte, et essayer de la faire un peu structurée. Je serais très content d'avoir vos retours par rapport à ça. Alors ça, c'est le contenu et la forme et voilà et probablement d'autres sujets qui vont suivre.